Et salut tout le monde, bienvenue dans un tout nouveau format de Plus t'en sais, moins t'en sais. Ce format où on mélange médecine, science, mais aussi histoire pour comprendre comment on fait pour avoir nos connaissances aujourd'hui et ainsi proposer des vrais conseils basés sur la science. Aujourd'hui, je vais vous aborder un sujet qui sur le papier a l'air méga chiant. Aussi, ce que je vous demande, c'est un petit service, c'est d'ores et déjà de me mettre un petit like pour s'assurer que la vidéo ne tombe pas dans les méandres de YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler de prévention des blessures. Comment est-ce qu'on fait pour diminuer les blessures aujourd'hui en 2025? Eh bien, principalement grâce à toutes les erreurs qu'on a commises depuis 1950. On va parler de plein de choses, on va parler d'argent, on va parler d'enjeux sportifs, on va parler de sport et de blessures. Bienvenue dans un tout nouvel épisode de Plus t'en sais, moins t'en sais. Aujourd'hui, je dois remercier mon partenaire du jour, Wopilo, mon partenaire sommeil depuis 5 ans. Mais pour éviter de spoiler la vidéo, je vous en reparlerai plus tard, évidemment, au sein de cet épisode. Pour comprendre la blessure aujourd'hui et surtout la prévention de la blessure, j'ai besoin de revenir un petit peu dans le temps avec vous. Parce que s'il y a bien un sujet qui divise encore aujourd'hui la communauté scientifique, c'est la notion de prévention en blessure. La raison, elle est très simple. C'est que tous les intervenants autour de ce sujet-là sont des gens qui sont très bons pour analyser le passé. Et la difficulté de la prévention, c'est qu'il ne s'agit pas d'analyser le passé. Il s'agit d'éviter le futur. Or, à ce moment-là, quand il s'agit d'éviter le futur, ce n'est plus une question de science, mais quasiment de science-fiction. Alors pour la suite de l'épisode, je vous demande d'avoir, et je ne sais pas si vous vous rappelez de ce film, en tête le film Minority Report. Cette phrase était très mal construite, mais vous l'avez compris. Vous savez, ce film avec Tom Cruise, où il y a 3 précoques qui vivent dans des bassins un peu chelous et qui ont la capacité de prévenir les meurtres. C'est clairement de la science-fiction, mais vous allez voir que quand on parle de prévention de blessures, on est parfois plus proche de la science-fiction que de la science réelle. Sans plus attendre, on revient dans le temps, dans les années 50. Dans les années 50, il y a 3 acteurs majeurs qui vont parfois faire énormément avancer la science, parfois la faire clairement reculer et parfois la faire complètement stagner. Les 3 acteurs sont les suivants. Les coachs sportifs, ceux qui travaillent en prévention des blessures et des accidents de travail, et les médecins et les kinés de l'époque. Dans les années 50, on va d'abord se pencher à ceux qui ont le plus fait avancer la notion en prévention de blessures, qui sont les coachs sportifs et les préparateurs physiques. Dans les années 50, on est encore au sport amateur. La plupart des sportifs, y compris dans les équipes très connues, ont un métier à côté et parfois ont des prédispositions génétiques, ont beaucoup eu d'entraînement dans les pattes, beaucoup d'expérience et arrivent à percer dans le milieu du sport de haut niveau, une fois de plus qui n'est pas du sport professionnel. Les entraîneurs ont évidemment une vision tactique, une vision stratégique, mais on commence à voir à ce moment-là émerger les premiers prémices de la préparation physique. Les entraîneurs font le lien, par exemple, entre le fait de travailler l'endurance et d'être capable de courir plus longtemps sur le terrain le dimanche. Ceux qui font un petit peu de force voient leur capacité musculaire se développer. Et puis ceux qui travaillent la vitesse, l'agilité, se trouvent être plus agiles et plus rapides sur le terrain. On en est au tout début. Et ceux qui commencent à faire des ateliers spécifiques sont vraiment aux prémices de la préparation physique. Le seul problème des coachs et des entraîneurs sportifs de l'époque, c'est que même si on n'est pas sur du sport professionnel, on est déjà dans de la compétition. Donc les avancées de certains clubs doivent être bien gardées pour éviter de donner leurs secrets de leur réussite à leurs adversaires. On a donc chez les coachs et les préparateurs physiques une donnée éventuellement autour de la performance, pas encore de la blessure, mais qui doit être un secret bien gardé. De l'autre côté, en entreprise, on est sur l'ère post-industrielle. Le problématique principal qu'on a à ce moment-là, clairement, c'est pas le burn-out, c'est pas le bore-out, c'est les gens qui se mettent les doigts dans des engrenages industriels, qui perdent des bras, qui perdent des jambes, qui n'ont pas de sécurité sur les chantiers. Bref, il y a des gens qui crèvent, il y a des gens qui finissent amputés. Et là, l'enjeu principal, c'est la sécurité en entreprise. Et principalement, la sécurité en entreprise, ça passera par des grands panneaux d'affichage et par des grosses mesures de sécurité pour éviter que les gens ne crèvent. On est principalement sur de la sécurité. On évite l'exposition au risque. Mettez une première bille dans ce que je viens de vous expliquer. Chez les professionnels de la prévention des blessures en entreprise, on est d'abord dans une stratégie d'évitement. Si les coachs sportifs, de manière plutôt restreinte et sans communication, ont énormément fait avancer le domaine de la prévention en blessures et de la performance sportive, dans le domaine de l'entreprise, on l'a plutôt au contraire fait reculer sans le savoir. Bref, en troisième, vous pourriez être surpris que je n'en parle que maintenant, ce sont les professionnels de la santé. À ce moment-là, on est dans une période
post-guerre. On est au début de la sécurité sociale et on commence à être dans l'émergence, dans la nouvelle médecine, où on commence vraiment à être capable de soigner les gens. Autant vous dire qu'il y a tellement de nouvelles révolutions dans les années 50 à 70 en médecine que la prévention des blessures, c'est plutôt ce qui passe à la trappe. On est déjà là pour essayer de bien soigner les gens. Je vais faire un zoom sur ces trois interlocuteurs parce que vous allez voir qu'en fonction de l'acteur qu'on a en face de nous, il n'est pas motivé par les mêmes moteurs et il n'a pas les mêmes freins. Dans le sport, il y a un enjeu de résultats sportifs. Et entre les années 50 et aujourd'hui, vous l'aurez compris, c'est un endroit où il y aura de l'enjeu et c'est un endroit surtout où il y aura de l'argent. La seule chose, une fois de plus, c'est qu'ici, on est plutôt secret. En entreprise, on a quelque chose d'assez similaire. On a de l'enjeu humain, on veut pas que Bernard, avec qui on a bossé pendant 30 ans dans la boîte, il finisse à faire une chute de 15 mètres sur un chantier. Donc on a de l'enjeu, on a de l'argent, malheureusement, on a des gens, je suis désolé de le dire, mais c'est la réalité, qui ne sont ni coachs sportifs, qui n'ont donc pas de formation sur la physiologie du corps et qui ne sont pas non plus médecins. On a des gens, principalement, qui sont très bons pour évaluer et surtout éviter les risques. En gros, ici, c'est un peu comme si on avait des accélérateurs de performance qui veulent éviter les blessures, donc des gens qui vont être capables d'accélérer et de freiner, tandis qu'ici, la performance, elle n'a rien à voir avec le corps humain, elle a à voir avec l'entreprise. Donc on est plutôt là avec des gens qui sont plutôt là pour mettre le frein à main. Et enfin, les médecins, on a un enjeu assez mineur, il y a peu d'enjeux, peu d'argent. Par contre, ce sont les seuls, dans les années 50 jusqu'à les années 90, à avoir accès à la littérature. Quand je dis accès à la littérature, je ne dis pas que eux n'y ont pas accès. Mais eux sont vraiment formés à la notion de lecture, d'articles critiques, accès à la recherche. Donc les seuls à ce moment-là qui sont capables d'avoir une vision globale de la littérature, ce sont les médecins. Là où eux ont plutôt une vision locale. On arrive aux années 70-90. À ce moment-là, ça commence à devenir vraiment intéressant. Et on commence à avoir un vrai tournant à la fois technologique, mais aussi scientifique des connaissances, parce que nos trois interlocuteurs vont commencer à se démarquer. Le premier, une fois de plus, les coachs sportifs et les entraîneurs. Là, ils commencent vraiment à développer un peu ce qui fait qu'un sportif arrive à performer et ce qui fait qu'il a plutôt tendance à se blesser. On commence aussi à faire le lien à ce moment-là entre l'entraînement, mais aussi la surcharge d'entraînement et les douleurs qui vont avec. On commence à ce moment-là aussi à comprendre que quand on en demande trop à nos sportifs, ils ne sont pas forcément capables de fournir les mêmes résultats le dimanche. On commence donc à comprendre la notion de surdosage. On commence aussi à comprendre à ce moment-là que quand on fait faire des étirements et des massages, ils ont moins la sensation de douleur. Et comme ils ont moins la sensation de douleur, on imagine qu'ils sont plus performants. Les entraîneurs, à ce moment-là, vont être les premiers à faire le lien entre le volume d'entraînement et la sensation de fatigue. Là où malheureusement ils vont tomber dans un piège, c'est un piège qu'on va définir juste après et gardez-le en tête, c'est la différence entre l'observation et l'intervention. Je ne vais volontairement pas rentrer dans les détails tout de suite, on y reviendra juste après, mais gardez en tête que les entraîneurs sont les premiers à faire la différence entre le volume d'entraînement et la sensation de fatigue. Ils comprennent aussi que pour lutter contre la sensation de fatigue, ils peuvent utiliser des massages, des outils de récup, comme par exemple le froid, mais aussi les étirements. Ils remarquent que quand ils proposent à leurs athlètes des massages, des étirements et par exemple de la cryo, leurs athlètes ont moins de sensation de fatigue. Et donc, s'ils ont moins de sensation de fatigue, ils peuvent leur proposer plus d'entraînement. Et donc, il y a à ce moment-là une petite erreur qui est une erreur d'intervention. Si je veux que mon athlète soit plus fort, entre parenthèses, plus fort, plus rapide et ainsi de suite, je veux qu'il s'entraîne plus. Pour faire en sorte qu'il s'entraîne plus, je vais faire en sorte qu'il récupère plus. Donc, à ce moment-là, dans les années 70 à 90, dans le domaine du sport, on a un enjeu majeur autour de la récupération. Et on commence à confondre la récupération avec la possibilité de la blessure. On pense à ce moment-là que nos athlètes, s'ils récupèrent bien, s'ils diminuent la sensation de fatigue, ils vont être capables de moins se blesser. Or, on n'a jamais pris le temps d'observer le cours naturel des choses. J'y reviendrai plus tard.
D'un autre côté, on a les médecins. Les médecins, eux, ils en ont pas grand-chose à foutre de la récupération, pas grand-chose sur les massages, pas grand-chose sur la récup, pas grand-chose sur les étirements. Là, à ce moment-là, les médecins sont plutôt occupés, une fois de plus, à traiter les blessures, à regarder comment les gens se sont blessés, et ils ont autre chose à faire. Et donc, la plupart des médecins, ils disent quoi? Le meilleur moyen d'éviter de se blesser quand vous faites du sport, c'est de ne pas faire de sport. Ça vous dit quelque chose, ça, hein? On l'a encore aujourd'hui, hein? Quand vous avez une douleur de genou, quand vous avez mal au dos et que vous allez voir votre médecin et qui vous dit « Ah, bah si jamais tu as mal et que tu fais du sport, il suffit de arrêter le sport pour ne plus avoir mal. » Tout simplement parce que lui, le médecin, ce qu'il voit, c'est on a une blessure, il regarde ce qui a occasionné la blessure et il enlève ce qui a occasionné la blessure, sans se poser la question de savoir si, dans le sport, tu avais un bénéfice sur ton moral, sur ta vie sociale, sur tes performances et que ça faisait sens pour toi. À ce moment-là, le médecin, il élimine complètement la blessure en éliminant le sport. Mais il y a aussi, du côté des médecins, un clan qui va dire arrêt du sport et un autre clan plutôt des chercheurs. Chez les chercheurs, on commence à développer des outils comme la radio, mais aussi des éléments de mesure de pression. Et ceux qui vont avoir une mesure de pression, ils vont notamment faire des études pour mieux comprendre comment nos articulations, notamment le disque intervertébral, captent la pression. Il y a cette fameuse étude que je vous mets en lien juste ici, où dans les années 70, on est une fois de plus dans l'ère post-industrielle, on a beaucoup de gens qui ont des métiers de manutention et beaucoup de gens qui se font mal au dos. Et on met des capteurs au niveau des disques intervertébraux pour mesurer la pression au niveau des disques intervertébraux. Cette partie-là. Et on se rend compte de quoi? Que quand on se penche en avant, on majore de 300% la pression sur les disques intervertébraux. Que quand on est assis, on augmente de 100% la pression sur les disques intervertébraux. Et que la position qui permet de diminuer à 0% la pression sur les disques intervertébraux, c'est la position couchée. Donc ça, les médecins chercheurs vont aller dans le sens de, pour éviter les blessures, on va éviter les pressions. Et vous allez voir qu'à ce moment-là, il y a une grande scission de deux types de philosophie. Chez les entraîneurs qui eux disaient finalement si on les entraîne plus mais qu'on augmente les capacités de récupération, on peut les entraîner plus. Et à l'inverse, en entreprise, on veut surtout pas que les gens se blessent, ou quand on leur dit moins on met de pression, moins on se blesse, et auquel cas, en entreprise, on va tout faire pour diminuer les pressions. Et on en arrive à la fin des années 70 avec vraiment deux clans. D'un côté, ceux qui disent on augmente les capacités du corps, et de l'autre côté, une autre qui disent on diminue ou on arrête les contraintes. Et je pense que vous le voyez encore aujourd'hui, en 2025, on a parfois, en fonction des gens à qui on s'adresse, le cul entre deux chaises. Tu vas te blesser parce que tu en fais trop, et d'autres qui vont dire « mais non, si jamais tu es progressif, tu vas pouvoir y arriver progressivement » et ainsi de suite. Cette fameuse étude qui nous permettait d'évaluer les forces de compression sur le disque intervertébral, dans les années 70, on n'avait pas le Wi-Fi, on n'avait pas le Bluetooth. Donc ce qui veut dire que les capteurs de pression au niveau du disque intervertébral, on les a faits en filaire, avec des câbles des années 70. Le disque intervertébral qui est là, les amis, il y a la moelle épinière qui est juste ici. Devant, vous avez tous les viscères. Sur les côtés, vous avez tous les muscles. Aller mettre des capteurs comme ça, puis refermer et demander aux gens de porter un poids pour savoir qu'est-ce qui met le plus de pression, ou de s'asseoir ou de s'allonger, c'était techniquement pas possible. D'ailleurs, ça l'est toujours pas en 2025. C'est pour ça que le disque, c'est un sujet qui est toujours aussi intéressant parce qu'il y a peu de choses qui fait qu'on arrive à analyser le disque à ce moment-là. Mais alors, comment est-ce qu'on a fait pour collecter ces données? Eh bien, ces données, elles ont été réalisées sur des disques intervertébraux de cochons décédés. En entreprise, on a dit aux gens surtout, n'utilisez pas le dos par rapport à des données réalisées sur des cochons décédés. Et encore aujourd'hui, il y a des gens qui sont persuadés que de se pencher en avant crée des lombalgies, crée des hernies discales. Je vous dis pas ça du tout pour critiquer que c'était pas bien ce qu'on faisait avant. N'oubliez pas, les connaissances qu'on a aujourd'hui, on a pu les avoir que parce qu'on s'est beaucoup planté avant. Et que encore aujourd'hui, je peux vous assurer qu'il y a des choses qu'on dit, qu'on pense être vraies, qu'on pourra nuancer que dans les années suivantes parce qu'on aura d'autres outils de connaissance. On arrive au début des années 90 et au début des années 2000. Et vous vous rappelez, je vous avais demandé de mettre une bille dans la différence entre observation et intervention. C'est dans les années 90 jusqu'aux années 2010 que cette bille va germer et va finir par trouver le meilleur de ces deux mondes. Et cette bille, vous savez d'où elle vient? Principalement d'une discipline dans laquelle on mélange un enjeu majeur, beaucoup d'argent, mais surtout les gens qui sont à la pointe de la compréhension de la contrainte. C'est dans un sport, et je vous assure que ça me fait mal de le dire parce que c'est pas mon sport préféré, c'est dans le football. C'est dans le football et grâce au football
qu'on a enfin compris une avancée majeure dans la prévention en blessure. Vous vous rappelez, au début de la vidéo, je vous avais dit que la prévention en blessure, c'était difficile parce que c'était le fait d'avoir de la science-fiction. J'ai un individu qui va avoir, au bout d'un moment, éventuellement, une blessure. J'ai un individu qui va être blessé. Donc mon enjeu à moi, c'est de dévier sa trajectoire pour qu'il devienne pas blessé. Et à ce moment-là, j'ai deux grandes philosophies. La philosophie des coachs sportifs, qui va de dire, pour qu'il ne devienne pas blessé, à lui, je vais le renforcer. Et j'ai la philosophie des médecins et des préventeurs en entreprise qui disent, si je veux qu'il ne soit pas blessé, à lui, je vais lui éviter ce qui pourrait le blesser. Et la plupart du temps, ça passera par un arrêt. Eh bien, dans les deux cas, on est sur une intervention. On cherche à prévenir l'avenir en mettant en place quelque chose. Et c'est là où ça devient passionnant. Ce qu'il aurait fallu faire depuis le départ, c'est plutôt se poser la question, et si au lieu d'intervenir, on ne faisait que observer? On va observer une population, par exemple des footballeurs. Et au sein de cette population, on va voir à la fin ceux qui sont blessés et ceux qui ne sont pas blessés. Et on va observer, tiens, qu'est-ce qu'on fait dans leur vie, ceux qui ont été blessés, et qu'est-ce qu'on fait dans leur vie, ceux qui ont fini pas blessés. Et probablement que ceux qui ont fini pas blessés ont vécu des choses en commun qui ont fait qu'ils ont fini pas blessés. Et à l'inverse, on va observer ceux qui ont été blessés et probablement que eux, ils ont des choses en commun et qui ont fait qu'ils ont fini blessés. Et c'est là où ça devient passionnant. C'est qu'à partir du moment où on a changé de philosophie et on a commencé à observer ceux qui finissent blessés versus ceux qui finissent pas blessés, là où on pensait avoir une vision très biomécanique de la blessure, par exemple, on pensait que ceux qui respectaient très bien les axes anatomiques finissaient par ne pas se blesser. Exemple, vous devez courir avec les genoux dans l'axe, vous devez toujours avoir le dos bien droit quand vous portez une charge, vous devez vous tenir droit pour éviter de se blesser. Eh bien, là où pendant longtemps on pensait, grâce aux études mécaniques et scientifiques avec les capteurs de pression, avoir un parfait respect des axes biomécaniques et éviter de se blesser, eh bien on se rend compte que ça n'intervient pas tant que ça. À l'inverse, ceux qui respectaient un bon cycle de sommeil, une bonne alimentation, une progressivité dans leurs entraînements, ceux-là étaient ceux qui avaient le moins de chances de se blesser. Et c'est pour ça, vous l'aurez deviné, que mon partenaire du jour, c'est Wopilo. Je ne cesse de vous le répéter, mais est-ce que vous saviez que chez les athlètes, on a une augmentation du risque de blessure de 1,7 pour ceux qui dorment moins de 8 heures et jusqu'à 30% pour ceux qui dorment moins de 6 heures. Bien dormir, c'est indispensable pour se sentir bien dans son corps, diminuer son risque de blessure et augmenter ses performances. Vous savez pourquoi Wopilo est mon partenaire depuis 5 ans? Parce qu'au tout départ, quand ils sont venus me chercher, ils m'ont dit « Ah, Grégoire, t'es kiné, nous, on veut bien expliquer aux gens que c'est important de respecter leur axe de sommeil pour éviter les contraintes sur les cervicales. » Wopilo pensait être une entreprise et éviter les risques. Là où je leur ai dit, mais non les amis, aujourd'hui, là, on a le plus de data, c'est pas tellement sur éviter les risques quand on dort, c'est plutôt augmenter le sommeil des gens pour qu'ils aient leur temps de sommeil respecté, pour qu'ils puissent diminuer leur stress, diminuer les risques de problématiques cardiaques, diminuer les risques de pathologies chroniques et peut-être même augmenter leur performance. Et vous savez ce que Wopilo m'a dit? Ok Greg, on te suit. C'est pour ça que Wopilo est passé d'une entreprise qui disait « Oh là, il faut éviter les risques » à « Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les gens dorment mieux et avoir ainsi un bénéfice sur toutes les facettes de leur vie ?» Wopilo, c'est une marque française qui a une mission simple, vous accompagner à mieux dormir. Depuis 2017, ils repensent la literie de manière ingénieuse et personnalisée. Parce qu'on dort tous de manière différente, ils ont créé des oreillers qui allient confort et soutien, des couettes, des matelas et aussi du linge de lit. L'oreiller, c'est souvent un élément qu'on a tendance à sous-estimer. Pourtant, un oreiller qui ne serait pas adapté à vos besoins, c'est un oreiller qui peut altérer votre confort de nuit et créer parfois des tensions dans le haut du dos, dans les épaules ou dans les trapèzes. Justement, si jamais vous voulez dormir avec un oreiller qui vous correspond, je vous mets en description un quiz pour savoir quel oreiller vous correspond le plus. Donc dans les années 90 à 2010, on commence vraiment à voir cette scission des deux philosophies. En adoptant cette philosophie de l'observation, on s'est rendu compte que par exemple les populations de gens qui s'étirent régulièrement ne se blessent pas moins que ceux qui ne s'étirent jamais. Et pourtant, on est bien d'accord que, y compris chez les kinés, on a souvent dit aux gens « Ah, tu t'es blessé, c'est parce que tu ne t'es pas étiré ». On confond une philosophie interventionnelle qu'on n'aurait pas faite pour dire aux gens « C'est pour ça que vous êtes blessé ». C'est un énorme biais. Pourquoi? Si on prend juste l'étirement, d'un point de vue observationnel, ça donne quoi? Eh bien finalement, les gens
qui s'étirent se blessent à 30%, ça nous donnerait ça. On regarde des populations de gens qui ne s'étirent pas. Et là, ça nous donne quoi? Eh bien, chez ceux qui ne s'étirent pas, on a aussi 30% qui finissent blessés. Ça veut dire quoi? Que l'étirement n'est pas un outil qui diminue la blessure. Et vous vous rappelez, chez les footballeurs, je vous avais dit, ils ont confondu la sensation de fatigue et la fatigue réelle. Les étirements diminuent la sensation de fatigue, mais n'enlèvent pas le volume d'entraînement. Ce qui permet de diminuer le volume d'entraînement, c'est le repos et l'alimentation et la progressivité. Allons plus loin dans cette réflexion. On a ensuite cherché, par exemple, à regarder la différence de blessures chez ceux qui incluent du renfort dans leur programmation. Et on s'est rendu compte que ceux qui incluent du renfort se blessent moins. Que ceux qui incluent uniquement des étirements, ça ne change rien. Que ceux qui incluent de la plio, ils se blessent moins. Que ceux qui incluent du renfort en excentrique se blessent moins. Mais finalement, si on regarde renfort, plio et excentrique, ça reste du renfort. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que finalement, les coachs des années 50 à vouloir faire du renfort en fonction des besoins du sport avaient plutôt raison. À l'inverse, ceux qui travaillaient en entreprise et qui voulaient à tout prix éviter les blessures ne faisaient que renforcer les faiblesses sans vraiment éviter la blessure, à part les gros accidents. Donc aujourd'hui, on en est à quoi? On en est à ce constat-là. Pour éviter la blessure, mieux vaut faire du renforcement spécifique à son sport. Si votre sport inclut de la plio, faites de la plio. Si votre sport inclut de la vitesse, faites de la vitesse. D'autre part, on a aussi un bénéfice quand on fait du renforcement en force de manière non spécifique. Pourquoi? Parce que quand on fait de la force, ce qu'on travaille principalement, c'est notre système nerveux central. Globalement, c'est notre capacité à analyser une situation et être capable d'avoir une réponse en fonction. Je donne un exemple très concret. On a étudié chez les footballeurs juste de la proprioception. On met un plot là, on met un plot là, et on leur demande d'aller sur le vert et on leur demande d'aller sur le rouge. Et il y en a d'autres à qui on a fait faire du squat très lourd. Vu que la blessure des footballeurs principale, c'est les ligaments croisés, ce qu'on veut, c'est qu'on évite une trop grosse mise en tension des ligaments croisés. On se dit, si jamais il arrive bien à positionner son pied dans un sens ou dans l'autre, a priori, lorsqu'il va prendre soit un tacle, ce qui est 30% des lésions des croisés, 60% c'est des erreurs d'appui. A priori, soit sur une erreur d'appui, soit sur un croisé, le fait qu'il ait une bonne proprioception va faire qu'on va pouvoir prévenir les croisés. De l'autre côté, on se dit, ma foi, si on recrée du muscle tout autour et qu'on crée une bonne connexion cerveau-muscle grâce à du bon gros renfort, si jamais il prend un choc ou un mauvais appui, on aura une bonne réponse musculaire qui va éviter de mettre la tension au niveau des croisés. Et bien devinez quoi? Dans les deux cas, on arrive à améliorer les gens, à diminuer le risque de blessure. Mais on y arrive mieux quand on leur fait faire du renfort. Chez quel type de renfort, chez les footballeurs, on arrive à avoir de meilleurs résultats? Eh bien principalement quand on leur fait travailler les ischio-jambiers. Parce que les ischio-jambiers ont une action de retenir le glissement antérieur du tibia sous le fémur. Et je vous le donne en mille, quand je me pète les croisés, c'est que j'ai un glissement antérieur du tibia qui va mettre une charge au niveau de mon croisé de cisaillement qui risque de péter mon croisé. Donc si j'ai des ischios qui sont bien forts, qui empêchent ce tiroir antérieur, j'évite de mettre trop de tension sur mon croisé. J'ai donc, dans un sport, identifié de mon point de vue d'observation quelles sont les blessures les plus fréquentes. Au sein des blessures les plus fréquentes, j'ai analysé quelles sont les différentes sources et j'ai trouvé une réponse via du renforcement musculaire qui fait que quand je suis exposé à du problème d'appui et exposé à du problème de trauma, j'arrive à diminuer le pourcentage de blessures. Que ça passe par du renforcement, que ça passe par du repos de mon joueur, que ça passe par de l'alimentation, que ça passe par des exercices spécifiques. J'ai donc aujourd'hui, en 2025, un état des lieux qui est le suivant. Il y a certaines choses que je sais en fonction de mon sport. Je suis capable d'identifier au sein de mon sport quelles sont les blessures qui reviennent le plus souvent. Si on prend le foot, en effet, c'est les ligaments croisés, l'entorse de cheville et la lésion des ischio-jambiers. Eh bien, devinez comment est-ce qu'on fait pour diminuer le risque de lésion au niveau des ischio-jambiers en faisant par exemple du nordic hamstring. J'ai oublié une pathologie qui est la pubalgie, excessivement présente chez les footballeurs. Donc, c'est pour ça qu'on a inclus quasiment dans tous les clubs sportifs le Northampton en pré-saison
pour renforcer les adducteurs. Si on sait ce qu'il va faire, qu'il va se blesser, là on est dans Minority Report. Si on sait identifier des outils qui peuvent être efficaces vraiment pour la prévention des blessures, et souvent ça passera par du renforcement progressif spécifique au sport, à ce moment-là, je peux diminuer la blessure. Chez les footballeurs, on a besoin de travailler la plio, on a besoin de travailler l'excentrique et la force. Mais si on change de sport, je vais prendre par exemple un sport que je connais mieux, le rugby. On va avoir certaines blessures identiques au football, ceux au niveau des genoux, ceux au niveau des ischios. Mais au rugby, on a d'autres trucs. Entre les chocs, les plaquages et les déblayages, j'ai aussi, par exemple, des gros risques pour mes épaules. Comment est-ce qu'on fait pour prévenir le risque de blessure au niveau des épaules? Ça passe par deux choses. 1, l'attitude au plaquage et de 2, le renforcement, notamment des pectoraux. Et enfin, au niveau du rugby, on a des risques au niveau des traumas crâniens. Comment est-ce qu'on fait pour prévenir les traumas crâniens et les KO? Donc première chose, c'est identifier le positionnement de la tête. Deuxième chose, on s'est rendu compte que quand les mecs sont fatigués et au bout de la 60e, ils ont moins leur système nerveux central, donc leur cerveau qui fonctionne et qui sont plus exposés à des blessures. Troisième chose, c'est faire du renforcement des cervicales parce que lorsque vous êtes bien fort au niveau des cervicales, vous êtes plus à même d'encaisser les chocs que vous allez prendre à la tête. Et aujourd'hui, on en est là en 2025. Soit on a une vision un peu à l'ancienne, issue des médecins, issue de ceux qui travaillent en entreprise, très biomécanique du respect de l'axe. Soit on prend le pas de recul, un peu plus humble, qui est de se dire, en fait, le sport, et notamment le sport de haut niveau, c'est tellement de paramètres qui sont spécifiques au sport, à la saison, au poste, en fonction des antécédents de blessure de mon joueur, peut-être que je ferais mieux d'essayer de composer un maximum de connaissances de ce côté-là pour savoir quelle est son exposition à différents risques, qu'est-ce que j'ai dans ma boîte à outils validée par la science pour diminuer ces risques. Et je vais finir là-dessus parce que je trouve ça passionnant. L'autre biais qu'on peut retrouver maintenant dans le sport de très haut niveau, c'est que littéralement, c'est une course à l'armement technologique pour éviter les blessures des joueurs. Et qui se frotte les mains quand on parle de course à l'armement technologique? C'est tous les commerciaux. Parce que tous les commerciaux, eux, ils vont par exemple arriver en disant « Moi les gars, j'ai une nouvelle machine de cryo, elle coûte 100 000 balles. Mais vous allez voir, grâce à cette machine de cryo, je vais diminuer les blessures de vos joueurs. » Que des grands clubs se disent « Ah, ma foi, 100 000, c'est pas grand-chose dans mon budget. Si jamais ça me permet d'augmenter ne serait-ce que de 1 ou de 2% les performances de mes joueurs, allez, je mets le billet sur la table. » Le club de sport va s'acheter une grosse technologie sous les arguments d'un commercial en se disant « Ma foi, au pire, j'ai juste perdu un peu d'argent. » Les études scientifiques, sous les gros trucs commerciaux, il leur faut 3 à 5 ans pour faire des études comparatives, des études observationnelles. Ok, on a regardé, je dis n'importe quoi, le Real Sociedad, ils ont une machine de cryo, et on a regardé le Liverpool Leverkusen. Et ben devinez quoi, ceux qui ont la cryo, ils ont plus de blessés que ceux qui ne l'avaient pas. Ah, à ce moment-là, la cryo ne semble pas être un outil qui permet vraiment de diminuer les blessures. Mais pour eux, les commerçants, ils ont déjà vendu leur machine. Et le pire dans tout ça, c'est quoi? C'est que nous tous, on a un effet de halo des sportifs. C'est-à-dire que quand on voit les sportifs de haut niveau, on se dit « Waouh, ces gars-là, ils ont accès à tout ce que je n'ai pas. Et s'ils sont capables de performer, c'est qu'ils ont accès à de la technologie auquel je n'y ai pas accès. » Et donc, juste par effet de halo, quand on voit les sportifs faire de la cryo, on se dit « Waouh, la cryo, c'est vraiment trop bien, ça doit être absolument génial. » Alors que ce qu'on devrait regarder, c'est ce que nous dit la science. Et malheureusement, la science, elle nous donne rarement des résultats incroyables. La plupart du temps, elle nous donne des résultats qui sont nuancés, qui se contredisent en permanence, et il faut attendre la plupart du temps des années pour avoir une forme de consensus. C'est chiant, hein, mais pourtant c'est la réalité. Donc pour résumer, il y a une sorte de pyramide de connaissances quand on parle de prévention des blessures. Tout en bas du socle de la pyramide, il y a le sommeil, le renfort progressif et l'alimentation. Ensuite, on va avoir les spécificités du sport, c'est-à-dire qu'on va adapter le renfort progressif au sport, on va faire gaffe aux contraintes spécifiques du sport ou du métier. Ensuite, on va avoir les spécificités du poste. Tout ça passé au crible de la spécificité de la personne. En gros, comment elle vit et quels sont ses antécédents et ainsi de suite. Et enfin, tout en haut, on va avoir les paillettes. Je n'ai rien contre sur le fait que vous mettiez des paillettes dans votre vie, pourvu que vous ayez bien validé les 3 socles de la pyramide juste avant vous. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à me mettre un énorme like si jamais vous aimez ce format. Et nous, on se retrouve pour la prochaine fois. Ciao. Si vous avez aimé ce type de format, je vous invite à regarder celle-ci sur par exemple Cristiano Ronaldo et comment est-ce qu'il fait pour durer aussi longtemps. Et puis vous pouvez regarder par exemple cette vidéo-là sur les tendinites. Allez, à la prochaine.